Dans les terres de Flandre et d'Artois, les traces du front de la Grande Guerre ont été patiemment effacées par ceux qui héritèrent du chaos des combats. Pour plus d'un demi-million de jeunes soldats pulvérisés dans la boue et le sang, on édifia de majestueux linceuls de pierre et d'acier qui gardent la mémoire de leurs brèves existences. Ces nécropoles témoignent du sacrifice d'une trentaine de nations, mais on ignore souvent quel sort particulier toucha ces combattants du front oublié. Tout en bas de notre ligne de front, cap sur Arras, assiégée par les armées allemandes dès l'automne 1914. Ville martyre, rasée à plus de 80% et reconstruite à l'identique. Elle sera protégée par les armées du Commonwealth dès 1916. Anglais, Canadiens, Terre-Neuviens, Sud-Africains, Australiens et Néo-Zélandais y croiseront les irréductibles habitants d'Arras. Cette ville d'Arras, c'est une ville qui a beaucoup souffert puisqu'il y a eu beaucoup de bombardements et il y a plusieurs centaines de victimes civiles, surtout pour les bombardements de 1914 et de 1915. Que ce soit des personnes âgées ou des femmes, des enfants qui tentaient de vivre encore dans cette ville d'Arras. Il y a une cohabitation entre les civils et ces Britanniques. Ils les prennent un petit peu aussi pour les sauveurs qui vont lutter contre les Allemands qui sont, il ne faut pas l'oublier, aux portes de la ville d'Arras, qui protègent donc cette ville d'Arras. Aujourd'hui, quand les Britanniques visitent Arras, ils s'engagent surtout dans son mystérieux sous-sol. Arras has been bombarded since the very beginning of the war, and at the end of the First World War, 80% of the city was completely destroyed. So we shall continue this way. L'histoire des batailles pour les Français s'est focalisée vraiment sur la bataille de Verdun, là où on a vraiment résisté contre les Allemands. Et du côté britannique, on s'est plutôt focalisé sur la bataille de la Somme. On a eu beaucoup de pertes sur de très longs et très durs mois de bataille. De ce fait, on a oublié toutes ces batailles dites périphériques, notamment la bataille d'Arras. Lors de la conférence de Chantilly en novembre 1916, les officiers britanniques et français se réunissent pour préparer les offensives de 1917. L'offensive principale, c'est celle menée par les Français sur le chemin des Dames, et on demande aux Britanniques de lancer une attaque de diversion sur Arras pour fixer le maximum de troupes allemandes sur ce front-là pour aider les Français sur le chemin des Dames. Les tranchées allemandes sont à peine à 2 km à vol d'oiseau du beffroi d'Arras, pour situer un peu les choses. Heureusement pour les Britanniques, sous la ville, il y a un ensemble de carrières souterraines qui datent du Moyen-Âge. Elles vont être réaménagées pour ces derniers. Ici, pour le sous-sol arageois, on va faire appel à des tunneliers provenant de Nouvelle-Zélande. Alors pourquoi des Néo-Zélandais ? C'est parce qu'il y a notamment beaucoup de mines d'or et de charbon dans leur pays, donc ils ont ce savoir-faire. Ils vont creuser des tunnels pour avancer sous le champ de bataille, le No Man's Land, évitant ainsi les obstacles tels que les barbelés, et aménager et creuser au moins une vingtaine de kilomètres de carrières et de tunnels. Il faut imaginer qu'Arras, c'est 24 000 habitants en 1914, et on va y loger quasiment 24 000 hommes. Donc c'est vraiment une ville sous la ville. Et en effet, on va y retrouver tout ce qui a trait à la vie quotidienne, notamment la religion. Des offices religieux seront réalisés dans ces carrières. Mais aussi, on prépare la bataille, donc il y a un véritable hôpital militaire qui est aménagé dans une des carrières. Imaginez 700 places aménagées et prévues pour cette bataille d'Arras. Vous allez pouvoir vous approcher sur la plateforme juste là. Donc tout d'abord, de ce côté, vous avez un bassin où il y a toujours de l'eau. Cette eau était utilisée par les soldats pour se laver, faire à manger ou boire. Elle était extraite de ce puits. That water was used by the soldiers to wash up, cook or drink. On a plusieurs témoignages qui nous racontent ce qui s'est passé ici sous terre, soit d'officiers ou de simples soldats. Certains comparent ces lieux à de véritables cathédrales de pierre par leur immensité. D'autres les comparent à des cavernes d'Ali Baba ou d'Aladin, puisque c'est vraiment, je ne vais pas dire un monde merveilleux, mais un monde assez extraordinaire de découvrir ça sous la terre. Et c'est aussi un lieu de repos. Quand on compare à la vie affreuse qu'il y avait dans les tranchées, c'est quand même un répit dans ces carrières avant de repartir à la bataille. Et l'idée, c'est de se rapprocher au maximum des tranchées allemandes pour avoir cet effet de surprise qui va jouer le 9 avril 1917.
l'aube pour ne pas être trop d'ailleurs ébloui par la lumière et essayer d'avancer au maximum auprès des tranchées allemandes sans être vu. Mais les conditions atmosphériques, elles sont terribles. Même si on est le 9 avril, il neige encore, une neige fondue, il fait extrêmement froid. On demande d'ailleurs aux soldats de ne pas partir avec leur manteau pour avoir un libre mouvement pendant la bataille. Mais voilà, certains vont mourir gelés, morts de froid au cours des journées qui vont suivre pour cette bataille d'Arras. Et il faut imaginer 150 000 pertes dans les rangs britanniques, donc morts, blessés, disparus. Et on considère que du côté allemand, c'est quasiment la même chose, 120 000 pertes. Donc une bataille, une des plus meurtrières pour l'armée britannique. Dans la plaine de l'Artois, 2 sépultures uniques se distinguent des centaines de nécropoles. On a choisi ici de préserver des sites directement creusés par la furie des combats, lors de l'étrange guerre des mines. Alors ce cratère s'appelle le Zivy cratère. Il y a un second qui s'appelle, lui, le Lichfield cratère, un peu plus loin. Ce qui illustre bien une technique qui va revenir pendant la Première Guerre mondiale. Imaginez qu'on creuse un tunnel pour avancer sous sa tranchée, évoluer sous le no man's land, et le but c'est d'atteindre le dessous de la tranchée de l'adversaire pour le pulvériser, avec des charges parfois atteignant plusieurs tonnes. On va faire appel à des mineurs, soit des mineurs, des mines de charbon en France ou alors des Gallois en Grande-Bretagne. Ce sont eux qui vont creuser ces tunnels. On va boiser certains tunnels si le lieu est très humide. En effet, on mettra des lignes de chemin de fer parfois pour amener amener les munitions ou tout simplement évacuer les gravats à l'extérieur. Donc parfois, ce sont des tunnels qui peuvent faire plus d'1 kilomètre de longueur. Il y a une compétition entre le savoir-faire du côté allemand et du côté britannique et du côté français évidemment. Il faut imaginer qu'une ramification de tunnels partant de chaque côté et parfois vont même se rencontrer. On a déjà eu des combats entre les mineurs allemands et les mineurs britanniques qui par hasard vont percer dans le tunnel de l'adversaire. Mais c'est assez rare puisqu'il y a tout un système pour écouter l'adversaire. On a des petites machines qui s'appellent les géophones. C'est comme un stéthoscope, on applique l'écouteur sur la paroi et on entend et on arrive à localiser l'adversaire. Si on arrive à le localiser, on pourra plus facilement aussi le détruire. Cette guerre des mines va permettre aux Britanniques de reprendre peu à peu du terrain sur les lignes allemandes. Depuis la plaine, les tunneliers vont accéder aux collines de l'Artois qui donnent accès aux riches bassins miniers. Pour la crête de Vimy, des centaines d'explosions de mines modèleront d'énormes cratères en 1916 avant que les combattants du Nouveau Monde parviennent à l'arracher aux armées impériales. En mai 1915, l'armée française a essayé désespérément de s'emparer de cette ligne pour ensuite pouvoir déboucher sur le bassin minier, mais les Allemands s'y sont accrochés. Il a fallu attendre le mois d'avril 1917 pour que les soldats canadiens parviennent à s'emparer de la crête de Vimy à l'issue d'une offensive éclair remarquablement préparée. C'est pour la première fois les divisions canadiennes qui combattent ensemble et qui obtiennent un résultat exceptionnel puisqu'ils s'emparent de la crête en quelques heures d'assaut. Et donc c'est un moment fort pour la création d'une identité nationale au Canada. Alors l'architecte Walter Seymour Alward, qui a conçu ce monument, a voulu signifier 2 colonnes symboliques des 2 continents. À l'ouest l'Amérique, à l'est l'Europe, le Canada, la France, séparés par l'océan dans lequel se glisse le ciel. Mais ce monument n'a rien d'obscène, c'est un monument émouvant qui exprime la souffrance, en particulier la souffrance des veuves, qu'il s'agisse également des mères qui ont perdu leur enfant au combat loin de chez elles. Une grande statue se trouve sur le rebord du mémorial de Vimy, qui regarde la plaine de Lens, qui regarde le bassin minier, mais surtout elle regarde à ses pieds un cénotaphe, c'est-à-dire un tombeau vide qui représente la mort absente, c'est-à-dire les soldats dont on n'a pas retrouvé le corps, les disparus au sens étymologique du nom.
Plusieurs dizaines de milliers de jeunes Canadiens traversent l'Atlantique pour effectuer une sorte de pèlerinage de mémoire sur les lieux où ont combattu leurs ancêtres. Sur les billets de banque canadiens, vous voyez le mémorial de Vimy. Donc c'est un lieu d'identité considérable pour le peuple canadien.